de partager ce moment avec vous tous. C'était une idée que j'avais en tête depuis un petit moment de créer comme ça des temps de rencontre. Alors je pensais le faire en direct, le faire, peut-être sous forme de rencontre, de congrès un peu plus en direct. Mais finalement la technologie moderne nous permet aussi de se rencontrer de cette manière. Donc voilà, je suis ravie de recevoir Simone Roloff, aujourd'hui, qui est une collègue et une amie avec qui j'enseigne régulièrement. On Mais avant de vous présenter Simone, avant de continuer avec Simone, je vais dire quelques mots sur, IFELD. IFELD qui est l'Institut de formation Feldenkrais à Lyon et c'est un institut qui a été créé en 2007, où je travaille depuis le début, de 2007 avec, différents rôles en fait au fur et à mesure et que je dans lequel je dirige maintenant les formations. IFELD a eu, environ un peu plus de 200 praticiens qui ont été certifiés, donc depuis 2007. Les premiers sont sortis en 2011 et puis nous allons avoir bientôt, une nouvelle fournée de 36 qui terminent leur formation et de 27-28, je ne sais plus exactement, qui terminent la deuxième année, qui vont commencer à offrir des cours collectifs. Voilà, donc tout ça, c'est en mouvement. Ça me plaît beaucoup de transmettre et de voilà, de voir tout ce monde, grandir, apprendre et se mettre à enseigner. D'ailleurs, on aura une prochaine formation qui commence au mois de décembre. Simone, tu as un parcours qui est, que j'aime beaucoup, qui est pas ordinaire, qui n'est pas linéaire et j'aimerais bien que tu nous parles un peu du début de ta carrière professionnelle et que tu nous dises, voilà, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver au Feldenkrais? Et voilà, par la suite, je te demanderai peut-être qu'est-ce qui t'a amené au Feldenkrais? Tout dépend comment tu me réponds. Oui, c'est ça. Donc, moi aussi, en fait, ça m'étonne, mon parcours professionnel. En fait, je suis sortie de l'école à 16 ans et j'ai commencé à travailler. Vous entendez bien, je suis allemande. Donc, quand j'ai été adolescente, j'ai vécu en Allemagne jusqu'à 27 ans. Donc, j'ai commencé à travailler à 16 ans dans une entreprise de géologie et je me suis très vite aperçue que, en fait, le travail dans un institut géologique, ça ne me convenait pas du tout, hein. C'était très statique sur des cartes, sur des... je ne sais pas, c'était vraiment un travail d'une fixité incroyable. Euh, Ce qui m'a amené à faire une école du soir pour faire mon bac, en fait. Et une fois que j'avais mon bac, je suis partie une fois de plus dans quelque chose d'assez statique, de agronomie, hein, parce que je viens d'un milieu plutôt agricole, on pourrait dire. Et je me suis inspirée de ça pour aller faire mes études. J'ai terminé mes études en 90. 90, c'est la chute du mur. Et avec la chute du mur, il y a eu du coup une autre perspective. Pendant mes années d'études, une fois de plus, je me suis aperçue que c'était pas vraiment mon rêve ce que j'ai étudié. Et en même temps que je faisais mes études, j'ai participé j'ai travaillé dans un groupe de théâtre de mime classique comme Marcel Marceau. Et avec cette ouverture des frontières, je me suis dit,
je vais faire complètement autre chose. Je vais laisser mes études, je vais laisser l'Allemagne et je vais partir en France, faire une école de mime. Donc, je suis arrivée en 90 en France, ne connaissant pas très bien le français. Vous l'entendez encore un petit peu, même si ça fait 30 ans que je suis en France. Mais ça s'entend un peu. Et donc, j'ai fait mon école de mime. Je travaillais dans plein de professions différentes, ce qui m'a permis de continuer mon rêve jusqu'à là, l'école de mime, ce qui m'a amené au bout d'un temps, parce que les professeurs sont partis à Londres, à découvrir la danse indienne. Je suis vraiment tombée sous le charme et encore aujourd'hui, je pratique la danse indienne. Et à travers la danse indienne, j'ai rencontré une rigueur, un dynamisme qui m'a vraiment dévié du mime qui était du mime corporel dramatique, qui est c'est très intéressant, c'est une organisation dans l'espace où l'espace est divisé dans des directions. Je peux tourner ma tête à droite, l'incliner à droite ou à gauche, et par la suite, je peux aller en haut et en bas. Et du coup, on décompose le corps avec ce mime en différents segments. Et on peut bien sûr tourner la tête là, mais le buste, je peux le tourner en opposition. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressée entre les mimes. Enfin, au départ, à la fin, je trouvais que c'était très statique parce que ces lignes, ça fixait beaucoup dans l'espace. Ça donne des corps très formatés. À un moment donné, ça m'a beaucoup plu. C'était très dynamique, ça m'a beaucoup plu aussi. Et c'était un portrait de l'effort, comment on exprime la difficulté et psychologique et musculairement, une sorte de difficulté. Et quand j'ai découvert la danse indienne, c'était tout l'inverse. Il fallait absolument être dans le non-effort, la légèreté, même si on faisait beaucoup d'efforts, et avec une expression euh, plutôt de base, qui est un mouvement de tête qui a quelque chose de très espiègle, en fait, je trouve. Et avec la danse indienne, j'ai rencontré une amie, je dois dire, qui connaissait le Feldenkrais, qui m'a invitée à un cours Feldenkrais. J'ai fait ce cours et je trouvais ça très difficile pour quelqu'un qui aimait sauter, bouger, montrer l'effort. À vrai, je n'ai pas tout de suite accroché, ça me semblait et trop subtil et trop lent et j'étais pas prêt à ce moment-là de poursuivre. Je dois dire, après, dans la vie, j'ai rencontré, enfin, je ne sais pas, une difficulté personnelle, on va dire. Et à ce moment-là, je me suis souvenue de cette douceur, de cette tranquillité, de ce questionnement de soi. Je me suis inscrite à la formation et je dois dire, aujourd'hui, je suis persuadée, pour moi, dans mon parcours, c'est la meilleure chose que je puis faire. Je suis
en m'inscrivant à la formation, j'ai découvert petit à petit un univers moteur d'une finesse, une sensibilité, d'un respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis de l'autre, que j'avais pas perçu avant. Que tu Et avais pas perçu à ton premier essai qui t'avait semblé, si peu en mouvement, voilà, effectivement. c'est ça, ça m'a Mmh. semblé, bon, quand est-ce qu'on va commencer à bouger en fait? Donc ça m'a pris un peu de temps en fait pour moi-même à découvrir et encore aujourd'hui, je me dis, au fond, je suis quelqu'un de très lente et que j'aime cette lenteur, de plus en plus. Mmh. Et je suis vraiment contente que je pu m'engager plus en avant dans la formation et de participer à former des gens parce que Oui, hem, c'est ce que j'ai pas dit justement en te présentant, mais que j'avais mis dans la présentation. Que tu es assistante formatrice. Alors pour les gens qui ne connaissent pas tellement ces parcours, parfois on dit assistant, c'est vraiment le débutant, hein, ou voilà, alors que dans le milieu Feldenkrais, assistant formateur, c'est déjà un niveau très avancé de pratique qui est demandé, c'est avant de devenir formateur et de diriger les équipes et les groupes en formation. Donc assistant formateur, c'est voilà, c'est presque 10 ans d'expérience la plupart du temps, déjà, au moins. Enfin souvent, on dit ent à peu près autour de 5 au départ au minimum, mais c'est souvent des gens qui ont plus de 10 ans de pratique et qui travaillent beaucoup, 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 oui, qui recherchent, voilà. et qui présente un dossier au niveau enfin, européen, c'est élu par diverses personnes qui vont finalement dire oui ou non euh, pour permettre à travailler dans les formations. Donc, c'est pas une étape qu'on décide pour soi, c'est validé par certaines instances qui ne sont pas des universités, mais et pour qui donc je fais partie de ces instances, enfin de une de ces instances en ce moment. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve formidable de voir comment créer les conditions pour que les formations puissent continuer dans une bonne qualité, travailler dans ces instances bénévoles. Et moi, je pense que c'est très important qu'il y a des praticiens aussi qui se proposent pour connaître comment ça fonctionne et que c'est vraiment une communauté qui se parle, qui évolue, qui n'est pas statique, c'est pas des lois, c'est des euh, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on prévoit aussi le futur de la méthode? Euh, donc, Oui et comment on se met d'accord en fait sur une formation de base, hein, qui est très équivalente, dans le monde entier finalement et aussi, au niveau justement de l'encadrement des assistants formateurs ou des formateurs, d'avoir une sorte de similitude de on peut pas vraiment dire de niveau, mais en tout cas de qualité d'une certaine manière. On va peut-être lâcher un peu notre discussion sur, la formation et sur ton parcours pour en venir un peu plus à notre thème de la journée et avec toutes les explorations que tu as faites dans ta pratique, en fait, parce que tu as aussi travaillé sur plein d'autres choses dont on pourra parler après si on a du temps ou on pourra peut-être te questionner dessus. Mais tu as à un moment développé un peu plus en profondeur ce thème de l'équilibre et d'ailleurs, j'ai parlé d'équilibre dans le titre, mais toi tu parles plutôt de stabilité
Et ce qui m'a amusé en t'écoutant parler de ton parcours, c'est que, voilà, tu nous as dit que tu avais, finalement, changé de métier un peu à chaque fois que tu le trouvais trop immobile et que tu as profité de la chute du mur, pour passer à l'ouest et c'est quand même quelque chose d'assez amusant pour quelqu'un qui, par la suite, travaille sur l'équilibre ou la stabilité. Voilà, ça m'amuse beaucoup de t'écouter. On en a déjà souvent parlé ensemble, mais c'est toujours passionnant. Donc est-ce que tu peux, voilà, est-ce qu'on peut parler un peu de ce thème qui t'intéresse beaucoup et que tu nous dises aussi qu'est-ce qui t'a amené, à développer ce cursus sur l'équilibre un peu plus en allant un peu plus en profondeur dans ce thème? Enfin, je trouve l'équilibre, souvent, c'est ou la stabilité, parce qu'en fait, c'est vu d'une manière très statique. C'est comme si on voulait enfermer un statut dans un mot qui est l'équilibre ou la stabilité. Et en fait, il faudrait dire l'équilibre dynamique. Parce qu'en en soi, l'équilibre n'existe pas, parce que si on veut être en équilibre, on ne bouge pas. Ça veut dire c'est statique à nouveau. Donc, euh, moi, enfin, une des premières déclencheurs, en fait, c'est la post-formation que j'ai fait avec toi Ah bah oui, sur, c'est vrai. sur le programme enfin, qui était en fond, le programme australien qui s'appelle GGG, Getting Grounded Gracefully. Et à partir de cette rencontre, j'ai rencontré une collègue et on a développé par la suite, on est vraiment plongé, on a étudié ce programme et on a développé une sorte d'équivalent français qu'on a enseigné plusieurs fois dans un partage d'expérience à des collègues qui sont là. J'ai vu quelques-uns sont là. Et qu'on continue à enseigner et on continue à développer. C'est un programme qui ne se fait qu'en position assise ou debout. Donc, Est-ce que vous l'avez testé aussi auprès du public, ce programme? ouais, tout Oui? à fait. Donc, on est chacune partie, enfin, parce qu'on était 5 praticiens, on est chacune partie de son côté. Il y a certains qui ont enseigné dans les EHPAD, qui ont eu des financements à travers la conférence euh, des financeurs. Non, comment ça s'appelle, la conférence non, ça va me revenir. Donc, qui ont cherché des financements pour enseigner ce programme dans des institutions. Mmh. D'autres ont enseigné le programme plus ou moins suivant le programme exactement dans sa progression, assise sur la chaise, se lever, en étant en support avec la chaise, sans support de la chaise. Euh, et maintenant, on a envie de continuer pour aller plus loin que ce que ce monsieur Robert Webb il a fait et de proposer quelque chose qui va plutôt au sol et qui se lève dans la prévention des chutes, ce qui n'est pas abordé dans ce programme. Ce programme se veut remettre en quelque sorte les gens sur les pieds qui ont eu quelques problèmes, hein, qui sont tombés et qui n'osent plus vraiment marcher. Mmh. Et donc, ça, c'est une des choses autour de l'équilibre. Et après, moi, j'ai développé plutôt pour les praticiens cette idée à l'orée de la stabilité Mmh. et un peu plus loin, parce que ça m'intéresse comment provoquer un déséquilibre volontaire, mais encore mesuré.
Et j'ai envie de continuer encore un peu sur ça. Je trouve ça très intéressant de questionner en fait l'équilibre. Moi, je me dis, pour moi, au fond, ça a à voir avec la mobilité de la cage thoracique. Oui, j'avais vu que dans les post-formations, en fait, ton programme de leçons, puisqu'on l'a organisé à Lyon, donc j'ai vu, j'ai fait la petite souris qui venait, voir, ce qui se passait. J'ai vu effectivement que ton programme de leçons pour la post-formation de praticien était, très différent de ce qu'on explore avec le public dans le programme de Getting Grounded de l'Australie. Et encore une fois, c'est vrai que ce programme pour l'équilibre qui avait été créé, il est très proche, enfin, il est quand même en sécurité par rapport au programme d'équilibre qu'on connaît d'habitude, hein. Les programmes, par exemple, de la sécurité sociale, des choses comme ça, pour ne pas les citer, qui mettent les gens souvent en difficulté d'aller passer dans des cerceaux, d'enjamber des choses, où on va, assez directement, en fait, amener les gens sur des plans instables et des choses comme ça. Alors ce programme australien, il était beaucoup plus dans la veine du travail en Feldenkrais, c'est-à-dire d'aller tout d'abord dans des choses plus faciles, plus stables, de jouer avec l'équilibre des pieds ou des chevilles, par exemple, en étant assis sur une chaise, où les leçons debout sont toujours, derrière une chaise pour pouvoir poser ses mains. Enfin, j'avais trouvé que déjà on était beaucoup plus dans la pédagogie Feldenkrais, c'est-à-dire, partir de là où on est pour aller jouer avec son équilibre, mais toujours avec beaucoup de sécurité. J'avais eu moi par ailleurs des personnes qui étaient venues me voir, qui avaient fait des ateliers un peu plus classiques et qui m'avaient dit: «Ouh là là, j'ai eu très, très peur en faisant cet atelier parce que j'avais peur de tomber». Alors je trouvais que c'était quand même, comment dire? Vraiment, enfin, c'était difficile de réussir avec ce genre de pédagogie et voilà, j'ai observé ça que ton programme de post-formation était déjà revenu au sol. Ouais, pas mal, ça changeait, ça changeait beaucoup par rapport au programme pour le public. Tu C'est veux ajouter quelque chose là-dessus? Ouais, parce que je trouve ce programme génial, le GGG, qu'on a rebaptisé PEPS pour un équilibre plus sûr. On a créé une association pour se dire ça sera quand même génial qu'on sera plus nombreux à pouvoir enseigner ce programme ou à partir de ce programme, parce que ce qui est très beau dans ce programme, c'est sa progression. Euh, et parfois, on manque un peu d'une sorte de progression, les praticiens Feldenkrais, pour se dire par quoi commencer. Bah, il faut toujours faire un choix. Pourquoi on commence plutôt avec une flexion-extension ou avec une rotation pour clarifier un peu quels sont les potentiels de mouvements possibles. Bon. Mmh. Dans ce programme, on fait un certain choix et je trouve c'est assez judicieux. On peut le suivre ou pas, mais la progression, elle est vraiment bien pensée. Et euh, Justement, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette progression ou c'est aller trop en avant pour toi? Ou est-ce que tu peux, non, non, donner non. quelques détails? Euh, oui, 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 oui. Non? Enfin, comme tu veux. Si, si, non, 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 enfin, je me souviens tout de suite comme ça, par exemple, les 4 premières séances sont assises sur la chaise. Je trouve que c'est pas si simple du tout parce que Mmh. rester assise euh, longtemps sans se lever, enfin, on peut toujours reculer et revenir, mais c'est exigeant pour l'attention. Les leçons durent à peu près 45 minutes, ce qui est aussi assez exigeant pour les gens qui n'ont jamais fait du Feldenkrais. Et elle va explorer la rotation, tout simplement ce plan donc de rotation à partir du genou qui avance. Et ça, c'est une difficulté majeure. Mmh. Le genou qui avance, c'est pas quelque chose que
qui est vraiment facile, ou même de dire la fesse avance, parce que pour avancer le genou, souvent, cette idée de tourner à partir du bassin, c'est quelque chose qui révolutionne un petit peu pour les gens la manière d'être assise. Mmh. Donc, la première leçon va vraiment être plutôt sur la rotation, des différenciations, le torse, la tête, mais en incluant du départ le bassin dans la proposition et pas tourner la tête. C'est vraiment à partir du genou, le lien entre tête et bassin. La Et deuxième, ça, oui, c'est pas gagné pour le grand non, public dans une première leçon, hein. non, C'est voilà, si pour tous ceux qui en ont l'expérience, faire bouger le bassin assis à la première leçon, c'est pas du tout évident, en effet. non, c'est ça. À moins qu'on pose la main derrière, sur la poche derrière, et on fait Mmh, glisser la main sous, un peu dessous le bassin, et on doit lever un peu le bassin pour pouvoir. Et alors, il faut amener plus de jeu dans mmh, cette première leçon. Moi, je trouve, elle est telle qu'elle est construite, pas facile. La deuxième leçon va plutôt aborder un plan latéral où on regarde sous la fesse avec la rotation, la flexion, avec les mains qui sont posées comme ça, avec la tête ou la colonne est soit comme une tige, mmh, comme un balai, ou bien il y a la colonne qui peut se plier, où il y a les segments de la colonne. Euh, la troisième leçon, c'est plutôt flexion-extension, avec l'idée de tourner aussi. Donc, on commence à combiner les différents plans dans l'espace. Il s'agit de soulever un pied, rapprocher le genou du front, du nez. Donc, ça c'est la troisième leçon. Vous verrez, c'est dense pour les gens. Souvent, waouh, c'est un monde qui se ouvre. Et, euh, et aussi la lenteur, la tranquillité, c'est pas gagné, hein. C'est vraiment comment inscrire cette manière de faire, comment faire, que le mouvement, il est en arrière-fond, mais comment on fait les mouvements? C'est quelque chose qu'il faut développer, où il faut être très humble, parce que c'est pas quelque chose qui est donné aux gens, et surtout aux gens d'un certain âge. mmh. Bah, c'est-à-dire que ce type de programme, c'est un petit peu comme si on voulait faire un résumé de la méthode Feldenkrais en 10 leçons et qu'on vous dise alors moi j'ai vu ça par ailleurs dans d'autres pratiques, hein, par exemple pour le tango argentin, quelqu'un qui disait, «En 10 vous venez en 10 leçons, vous savez danser». Là, c'est un peu comme si on disait: «En 10 leçons, vous connaissez la méthode Feldenkrais». C'est pas gagné quand même, hein, il faudrait, répéter ces 10 leçons, en faire d'autres, c'est des programmes qui sont ambitieux, en fait, dans les résultats. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'aller justement, proposer ça, hein, commencer à faire connaître. C'est une porte d'entrée, souvent sur une demande et la difficulté, c'est qu'on est aussi souvent sur une demande de difficulté. Donc on va se retrouver dans des ateliers avec des gens qui ont des difficultés d'équilibre et là, commencer à les faire pencher à droite à gauche comme ça ou les faire tourner, sur la chaise, on risque d'en avoir quelques-uns qui se cramponnent un petit peu aux accoudoirs. Voilà. Ou qui s'arrêtent en disant: «Ouh, ça, c'est pas pour moi», hein. Je parle aussi d'expériences que j'avais eues en commençant avec ce type de programme. C'est ça. Moi, je me suis dit, ou nous, on s'est dit, après, ça fait 5 ans hein, qu'on fait vraiment, on se rencontre une fois par an pour se donner un retour, comment ça a marché, quels sont nos propres retours, qu'est-ce qui manquerait, par exemple. Il Mmh, manque un peu plus de jeu, quelque chose de ludique, quelque chose sur le rythme. De sorte, moi, je trouve, par exemple, je proposerais quelque chose sur
se toucher, glisser les mains sur les cuisses pour créer une sensation déjà différemment, de se mettre en mouvement sans que le tronc bouge, avec le tronc qui bouge, pour avec un petit rythme, parce que bon, le rythme pour moi, j'aime beaucoup avec la danse aussi, de changer le rythme. Et je pense que c'est Mmh. aussi vraiment ça qui est important, plutôt aller lentement et revenir rapidement. Aller lentement en avant, pas très loin, mais revenir rapidement pour trouver quelque chose qui est vraiment plus ludique. Donc ça, c'est pas du tout abordé dans ce programme et chacun doit le trouver. Mais moi, je commencerais avec quelque chose comme ça, hein, parce que si on ne le agrémente pas un peu, ça reste très sec. Oui, c'est ce que Parce que j'avais trouvé aussi, je suis bien d'accord avec toi, effectivement. C'est des changements, des choses un peu plus ludiques, voilà. Moi, ça m'est arrivé dans ce programme, par exemple, de reprendre quelques ingrédients, de sauter sur les fesses, de contracter ses fesses comme ça, pour faire comme si on faisait du cheval sur la chaise, vous voyez? Comme je suis en train de faire là. Ou d'ajouter des choses et dans les leçons de Moshe Feldenkrais, on retrouve très souvent aussi ces changements de rythme. On a de nombreuses leçons où on va jusqu'à un certain endroit, j'en ai encore fait une la semaine dernière comme ça, on va jusqu'à un certain endroit d'une manière, lente et puis on revient rapidement au milieu. Donc c'est intéressant que les praticiens se donnent la l'autorisation aussi de voilà, d'être plus, dans le jeu avec ces leçons, peut-être de les faire, comme tu dis, un peu moins sèches. oui, Oui. ça reste toujours la leçon, mais il faut trouver comment développer la sensation pour les gens, hein, comment et c'est pas parce que je répète faire lentement Mmh. et il faut je trouve différents accès bon voilà, hein, et comme toujours moi je trouve c'est plus difficile avec un groupe de travailler avec un groupe qu'on ne connaît pas. Travailler avec un groupe qu'on ne connaît pas, il faut installer une sorte de connivence, parce que je vois avec mes groupes, mes cours hebdomadaires, on se connaît, les nouveaux sont tout de suite intégrés, on vous dit comment faire, ne vous inquiétez pas. Euh, donc, le premier cours, c'est pas facile avec dans un tout nouveau lieu, avec des nouveaux gens. Il faut vraiment trouver quelques manières à ce qu'ils ne soient pas effrayés parce que c'est Mmh. précis, c'est minutieux, c'est sensible. Euh, euh, c'est comment trouver vraiment de amener les gens avec nous parce que le Mmh. plus difficile c'est en fait ça de De les faire comment adhérer au projet. oui Voilà, oui. c'est pas de faire des mouvements mais de les faire adhérer à se connaître un peu Mmh. mieux au fond Mmh. et Avoir confiance en soi aussi. si c'est pas facile. Après, le programme, si on continue, 4, c'est de la position assise à debout. 5, on revient assis, les chevilles, le pied. 6, il y en a 16 leçons en tout. Mmh. L'équilibre debout avec la respiration, on est derrière la chaise, on se soutient, après on croise le pied, on déplace le poids, après on va se mettre face à un mur, on croise le pied devant, derrière, on met la tête, on appuie sur le mur, on fixe la tête et on bouge le bassin en dessous. Et finalement, à la fin, on va arriver vers marcher sur les bords internes, externes, pied, l'avant-pied, l'arrière, Mmh. derrière la chaise d'abord en support, et si les gens le sentent, ils marchent après. Pour vraiment, la 15e, c'est aborder la marche,
Et on revient à la fin sur la chaise. La 16e leçon, elle englobe un peu toutes les leçons et finalement, on va écrire son prénom à partir du bassin. Mmh. C'est bien fait. Ça Mmh. c'est Oui, il y a la vraiment une leçon. progression des choses, plus faciles et plus stables sur la chaise vers des choses qui sont plus debout, en déséquilibre. Donc, ce que je trouve intéressant, moi, je travaille souvent en individuel aussi, à partir de cette progression, parce que parfois, avec les gens en individuel, on commence une chose, on fait autre chose, on revient, on se dit, je change de position, mais comment je vais continuer en fait. Et si on a comme ça des grandes étapes un peu en arrière-tête, on peut vraiment en disposer pour les proposer aux gens en individuel, même si vous ne travaillez pas sur l'équilibre, hein, Mmh. mais en tout cas, c'est intéressant pour tout le monde parce que on vieillit tous Ah et bon? oui, Oh, on veut vieillir plus ou moins en bonne santé, hein, et cette question de garder une stabilité ou aller un peu au-delà, parfois, c'est intéressant pour tout le monde. Au fond, c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Après, OK, il y a les douleurs, il y a mmh. peut-être des choses qui sont plus mises en avant, mais au fond, l'équilibre, on a tous besoin de s'en occuper, je pense peut-être aussi pour ça, le thème me plaît, hein. C'est pour les jeunes, pour tout le monde. Ah tout à fait, oui. D'ailleurs, ça est arrivé, j'ai juste une petite anecdote, dans un alors souvent les gens s'inscrivent à un stage justement, parce il y a un problème quelconque. Alors on s'inscrit au stage, sur, la souplesse des épaules, le jour où on a mal à l'épaule. On s'inscrit au stage sur l'équilibre, voilà, quand on a des difficultés d'équilibre et il se trouve qu'une fois, j'ai eu des personnes dans un stage qui s'étaient inscrites à ce stage en disant: «Bah, j'aime beaucoup quand tu viens là une fois par an et peu importe le thème, j'avais envie d'être là». Et c'est des personnes qui m'ont dit: «J'ai pas de problème d'équilibre particulièrement au départ». Mais en fait, quand on a fait ces leçons dont tu parlais tout à l'heure, qui paraissent très, très simples, de simplement, se pencher de côté en essayant d'observer si on penche avec la colonne, comme un bâton ou si on penche en laissant courber sa colonne, si on se met sur la même fesse ou sur la fesse opposée. Finalement, à la fin de cette leçon-là, bah, 2 de ces personnes sont venues me voir en me disant, «Je m'étais jamais aperçue à quel point je me sentais en difficulté de se faire ce genre de choses. Que ça m'a posé beaucoup de questions et que maintenant je me sens encore, pas forcément bien en équilibre sur mes 2 pieds justement, puisque ça les avait un peu surpris, de alors bon, sûrement des personnes qui avaient peu l'habitude de bouger leur cage thoracique et tu as commencé à parler un petit peu de ça tout à l'heure. Mais j'avais trouvé aussi intéressant de se dire dans la communication par rapport à ce thème de l'équilibre, est-ce qu'on va pas toujours un peu communiquer vers les personnes plus âgées ou vers les personnes plus en difficulté? Et comment on pourrait communiquer justement pour amener à ces leçons pour l'équilibre des personnes qui vont a priori bien, Oui, qui pensent être jeunes, voilà et ou qui pourraient découvrir aussi, dans ce thème des choses intéressantes. Alors est-ce que tu as eu des personnes toi qui n'avaient pas de soucis particuliers, qui suivaient les cours ou? moi, je dois dire, j'ai pas travaillé dans des institutions. J'ai travaillé avec mes élèves, et j'ai eu des gens qui n'ont pas des problèmes en particulier, mais qui finalement ont dit: «Ah bon, c'est intéressant aussi d'essayer un peu différemment», hein, parce que mon thème général des cours hebdomadaires, c'est le dos, comment garder une mobilité du dos et du coup, quand j'ai amené cette idée de l'équilibre, ça a amené quelques oreilles à s'ouvrir, en disant: «Bon, ça m'intéresse, j'aimerais bien voir, comment tu proposes ça». Mmh. Mmh. Enfin, Quel
décliner ça, équilibré marche. Là, cette année, c'est équilibré vision. Ça me permet aussi d'amener d'autres leçons pour moi, pour me ressourcer aussi, à ne pas tourner avec les mêmes leçons, mais à Mmh. m'inspirer, moi, des points de vue un peu différents, Mmh. comme on le fait déjà. Mais pour moi-même, Moi, c'est... j'aime bien l'idée qu'on a cette base de mouvement. Par exemple, qu'on se dit, dans les premières leçons, on va travailler sur, la bascule avec le bassin, dans les deuxièmes sur les inclinaisons, dans la troisième sur la flexion et puis se dire, à travers ce thème, à travers ces thèmes de mouvement, en fait, le praticien pourrait se sentir un peu plus libre de changer de leçon aussi, de pas, voilà, de pas répéter ça comme un perroquet. C'est un peu dommage vu la quantité de leçons qu'on peut avoir en base de données sur ces thèmes de mouvement. Mm. Aussi, alors ça rejoint en fait mon questionnement interne rejoint une question que je vois sur le chat. C'est le thème de la question de la curiosité, hein. Comment on va toucher la curiosité des gens aussi avec ces leçons? Et toi, tu parlais d'amener un peu plus de jeu, de rythme, d'être un peu plus ludique. Hem, C'est ça, parce que dans un groupe, c'est toujours un peu plus difficile, surtout quand les gens sont assis. Parfois, les praticiens Feldenkrais n'ont pas vraiment l'habitude que les gens sont tous face à nous. mmh, En général, ils sont allongés, fermés les yeux. Donc, c'est vraiment un peu différent quand on a les gens en face de soi et ils sont tous là, ils nous regardent. Comment on présente la méthode, comment on les invite. Et comment on va susciter l'intérêt de chacune des personnes, comment chacun pourrait se sentir là où il est intéressé, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment être très fin pour observer, de sorte que ce que vous faites, c'est réagir à ce que vous voyez sans pour autant le dire, hein. Je me dis, ça, c'est mmh, pas facile, mais ça fait partie, hein, d'observer des choses, les yeux qui se baissent, ou des tics, ou des choses, mais que on ne prend pas comme des fautes ou quelque chose qui dérange, mais qu'on va utiliser pour créer euh, quelque chose qu'on partage avec les gens, mmh. de sorte que même une personne, enfin, parce que peut-être c'est un peu lent et les gens commencent à faire un peu des mouvements rapides, parce que parfois on a ça aussi avec des tout nouveaux. Qui... Donc, comment on pourrait inclure ça dans une leçon de sorte vraiment bienveillant euh, et c'est pas évident entre ne pas devenir bavard, de sorte que tout le monde assis. Parfois, les gens pensent que voilà, on est là en train comment de faire une conférence, de se parler, mais que ce dialogue qu'on fait avec eux, on le souhaite qu'ils l'ont avec eux-mêmes. Euh, Mmh. et il n'y a Oui, pas... c'est pas facile de guider un groupe, assis, hein. On a vite tendance, enfin les participants ont vite tendance à regarder le voisin ou à se regarder entre eux, se penser à nous regarder nous. Enfin, c'est pas toujours évident de guider des groupes, même des groupes de praticiens d'ailleurs ou même des groupes en formation, hein. Quand on est assis, il y a une interaction sociale qui se place qu'on n'a pas quand on se retrouve couché sur le sol avec les yeux fermés. Oui, Mmh, mmh, c'est très différent. Après,
Après, on peut créer des contextes en suivant comment on place les chaises dans l'espace, Mmh. à Moi, je 2 fais ou oui. à 3 ou en décalé ou en face à face ou 3 en groupe, pas Ou en en groupe. ligne comme si on était, au cinéma ou voilà. Exact, on peut Mmh. créer des petits décalages qui sont intéressants aussi et que, bien sûr, qui ne sont pas proposés dans le programme, Mmh. enfin, À ce propos, j'ai une question sur le programme. Alain qui me demande si s'il y a quelque chose qui est diffusé. Il me semble que vous aviez fait, vous aviez passé un article dans un corpus à un moment ou quelque chose comme ça. Il y avait il y avait du matériel. Donc, voilà, est-ce que tu peux, nous dire comment se procurer ce matériel ou comment être, informé? enfin, comment ça c'est Pour les m'écrire. praticiens, c'est une question de praticiens. Oui, pour les praticiens, enfin, si la personne serait intéressée à savoir, c'est quoi le programme au plus précis, c'est me contacter ou contacter, Fabienne Compet, qui fait partie, hem, enfin, on prévoit une prochaine, transmission, si on peut dire ça comme ça, au début de l'été prochain. C'est au mois de juillet, c'est en cours d'élaboration, ça doit bientôt passer comme information, ça sera une semaine, les 16 leçons et je dois dire, on a fait, beaucoup de recherches autour, pour, vous donner plein de matériel, en même temps, pour vraiment donner un support. C'est pas seulement renseigner le programme, basta, maintenant, voyez. C'est aussi bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en même temps, c'est aussi partager notre expérience, partager, des rapports, de l'INSERM sur le vieillissement de la population, parce que dans le rapport de l'INSERM, ce qui est intéressant, il compare certains programmes et ce qu'ils en retirent, qu'est-ce qui manque en fait dans les programmes d'équilibre. Maintenant, il a déjà un peu vieilli, c'est de Oui. 2015. Qu'est-ce qui manque dans les programmes qui s'occupent de l'équilibre et pourquoi PEPS ou ce GGG est très intéressant et pourquoi le Feldenkrais est très intéressant, c'est dans la variabilité des choses. Mmh. En fait, on demande un certain nombre de répétition, on peut dire, pour refaire, mais après, bam, on change un tout petit peu l'angle et on change encore l'angle et on change encore l'angle de la même chose, de sorte, c'est la même chose, mais pas tout à fait. Et souvent, les programmes, ils sont sur une répétition vraiment très stéréotypée, hein. Donc, Mmh. Oui, souvent on est plus dans l'exercice et la répétition d'exercices en effet. mm, J'ai encore une question pour toi, Jean-Marc qui nous demande, qui te remercie déjà et qui demande: «Pourquoi l'équilibre à avoir avec la mobilité de la cage thoracique?» Enfin, pour moi, c'est que si la cage thoracique ne bouge pas, je pense que ma colonne vertébrale, le lien colonne vertébrale entre bassin et tête n'existe pas. Mmh. Et d'avoir accès à l'idée, une mobilité des côtes induit une mobilité de la colonne vertébrale, hein, et donc éclaire à la position de la tête par rapport au bassin et aux pieds, moi je pense que c'est d'une importance primordiale. On est bien d'accord. En fait, c'est la zone aussi anatomiquement, c'est quand même la zone de la colonne vertébrale qui a le plus de mobilité dans différents plans.
puisque les lombaires ont de la mobilité avant-arrière et un petit peu en inclinaison et très, très peu en rotation, et dans la tête, la région cervicale a beaucoup de mobilité, mais du coup, elle va amener, des mouvements de la tête et donc de l'oreille interne et des yeux. Donc évidemment, la tête peut bouger dans tous les sens, mais pour les gens qui ont des troubles d'équilibre, ça peut paraître, un peu osé. Et en fait, cette partie de la cage thoracique, là, entre les 12 vertèbres thoraciques avec les côtes, si on regarde anatomiquement la physiologie, les degrés de liberté, les degrés de mouvement dans tous les sens, on a effectivement, c'est l'endroit où on a le plus de flexion, extension, inclinaison et surtout rotation. Donc c'est une zone qui est très, très méconnue, hein, très, très sous-utilisée. Et ça, voilà, ça a à voir avec notre fonctionnement, mais c'est une zone chez les personnes où c'est très souvent, comment dire, une zone de tension majeure aussi avec un gros enveloppement musculaire. Ouais, enfin d'une rigidité, hein, on Mmh. peut aussi le dire comme ça. Je voulais C'est pas, je voulais pas. oui, tu voulais pas. Mais c'est vrai, mais parce qu'on ne peut pas toujours jeter là, c'est là. Mais je, je pense vraiment, c'est pour la respiration, mais c'est aussi si le mouvement peut être un peu plus clair au niveau de la cage thoracique, que le poids de la tête peut plus facilement aller vers les pieds et on pourrait mieux sentir le support dynamique des pieds. Et pas quelque chose, c'est juste, oui, mes pieds sont posés, oui, je le sais, mais il y a là quelque chose qui est vraiment très dynamique. C'est pas seulement les pieds sont posés, hein, euh, Mmh, et, et souvent on est un peu plan-plan par rapport à ça. mmh. Souvent, les gens découvrent, la mobilité de leur cage thoracique en nous disant dans les même sans parler spécifiquement d'équilibre, hein, c'est une zone, qui est souvent un grand chantier à découvrir, c'est de l'archéologie. Ouais, ouais, je trouve tout à fait. Ouais. C'est, On a bien avancé avec l'heure. Là, j'ai pas forcément tout regardé. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à mettre des questions, sur le fil de discussion. Je sais pas Simone, est-ce que tu aurais, une anecdote à nous raconter de tes travaux sur l'équilibre ou quelqu'un avec qui, tu avais eu, des surprises ou autre chose? anecdote, j'ai pas réfléchi à Tu as pas ça. réfléchi à ça, mais sinon je peux te poser une autre question. Non, je sais pas. Enfin, si, je peux, c'est un peu, comment dire? Hem, c'est un peu osé parce que comment dire? Enfin, je sais pas. Donc je vais le raconter. Heu, j'ai eu un élève, assez récemment en individuel, hein, où, j'avais l'impression, bouger le bassin, bouger la cage thoracique, c'était vraiment pas évident et je me suis dit: «Ah, pourquoi pas essayer en étant assis sur un rouleau?» Je l'ai mis sur un rouleau d'abord en travers d'un rouleau pour rouler. Bon, ça marchait pas vraiment mieux. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être je continue à essayer. Je l'assois, c'est quelqu'un qui fait par ailleurs du cheval. Je l'assois sur le rouleau comme s'il était sur le cheval. Mmh, Mais, c'était un peu trop pour la personne. Au moment où j'ai proposé ça, hein, où cette mobilité, du coup, était en quelque sorte plus évident, j'ai senti qu'il commençait à blêmir et j'ai tout de suite eu le réflexe de dire: «OK, là, c'est assez, il faut tout de suite j'interviens, hein».
Et j'ai tout de suite retiré le rouleau en disant, OK, asseyez-vous, sentez le bassin maintenant. Donc, il faut faire attention. Mmh. L'idée de découvrir ces mobilités peut parfois induire une certaine malaise. Donc, Ouais. il faut observer bien, Mmh. Faut toujours être vigilant effectivement. Mmh. tout à fait. Donc, Mmh. c'est et voilà, il faut aussi être patient que ce qu'on va proposer a un effet, même si je le vois pas. Aussi, oui. Que pour la personne, il y a quelque chose qui a bougé, de faire confiance. Si je demande, vous sentez que même si lui, il dit oui, oui, même si on ne voit rien, qu'il y a voilà, il y a un changement, un petit changement. Aussi peut-être apprendre aux gens à ne pas forcément attendre des grands changements immédiatement? Oui, voilà, c'est ça aussi, hein. Mmh. Parce on s'attend parfois quand on dit, voilà: «Qu'est-ce que vous sentez?» ou «Qu'est-ce qui se passe?» les personnes attendent quelque chose de grandiose, d'extraordinaire, de merveilleux, enfin comme une illumination qui viendrait de je ne sais où, hein, voilà. Donc c'est aussi bien de ramener ça à des choses concrètes, et que voilà, ce qu'on recherche, c'est dans la sensation, c'est intérieur, c'est pas forcément extraordinaire. Ça peut être juste de sentir son bassin sur la chaise, ce qui est déjà, en soi quelque chose d'extraordinaire pour nous, Mm. mais mmh, pas forcément avoir des effets tout de suite. Qu'est-ce qui a fait pour toi moi j'ai une dernière question, qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as, vraiment alors tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure, hein, de revenir au sol, mais tu as vraiment, il y a vraiment une grande différence dans le programme que tu fais pour les praticiens sur la stabilité et dans ce programme, PEPS là dont on vient de parler pendant un long moment? À vrai dire, c'est au fond, j'aime beaucoup les leçons dynamiques, j'aime beaucoup les leçons difficiles, j'aime beaucoup les leçons qui représentent un certain défi et je me donne le défi de les enseigner d'une manière à ce que, hem c'est possible d'avancer jusqu'à un certain point et peut-être il faut s'arrêter hein, pour revenir. Donc, les leçons que j'ai enseignées étaient vraiment pas faciles, hein. Donc, c'est parti aussi. Je fais un atelier grand public à Nantes où c'était plutôt les défis dans la méthode Feldenkrais, de voir Mmh. comment enseigner une leçon prenant bien le temps de la position assise à se mettre debout, euh, un peu complexe. Et ça avait plutôt bien marché. Maintenant, ça dépend vraiment quel est le public qu'on a pour aborder des leçons comme ça. Mmh. Oui, Euh, je pense à une leçon où on est assis avec, la cheville droite sur la cuisse gauche et où on vient glisser ses bras dans le trou des jambes pour, se lever en portant sa jambe comme ça. C'est une leçon assez rigolote ça. c'en Ou est une, se lever avec les jambes croisées de la chaise aussi. Heu, c'est ça. Là, on est assis avec une jambe allongée, mmh, l'autre jambe repliée, et on pose la main sur le genou, une main sur le genou qui est plié vers le plafond et l'autre main mmh, sur le sol. Et il faut trouver le bascule du bassin
Ah, toi, tu pars de par terre, en fait? Tu Ah pars du ouais, tu pars du sol, d'accord, d'accord. Moi, j'étais sur la chaise encore. non, non, non. D'accord. Moi, je Ah oui, pars oui, des leçons qui partent de par terre à debout, comme de faire, hop, comme ça, exact, qui utilise le voilà. contrebalancier que tu utilises aussi hein, pour te lever de la chaise. La tête va plonger en avant, le bassin va monter. Mmh, C'est le même principe, juste on part du sol qui est un peu plus loin pour se mettre debout. Mais c'est la même idée. Hein. C'est aussi, ça part aussi, j'enseigne ces leçons alexandrianae, je les découvre au fur et à mesure que je les enseigne et ça me plaît beaucoup. Et j'aimerais partager plus ces leçons avec un certain défi. Euh, mmh. aux gens qui peuvent et aux gens qui ne peuvent pas, on trouve comment les amener jusqu'à là où ils peuvent aller. Donc, il faut trouver des étapes intermédiaires, souvent, revenir à quelque chose qu'on connaît, allonger sur le sol ou sur le côté. Mm. Mmh. C'est là qu'on se rejoint bien dans l'enseignement de la méthode, en effet. Je suis comme toi, j'aime beaucoup ces leçons qui sont un peu défis. On sort de la leçon plan-plan où on fait toujours la même chose et puis on peut avoir parfois la bonne surprise de s'apercevoir que, c'est toujours cette idée que, voilà, qu'est-ce qui fait qu'une leçon est facile, difficile? C'est aussi la manière dont on l'amène. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui ont l'air fragiles finalement peuvent être, surprises de faire des choses qui leur auraient paru difficiles si on l'avait annoncé dans le programme. Donc il y a un peu cet effet de surprise qui est intéressant, je trouve, dans nos leçons en général et dans un programme, je pense que on devrait peut-être éviter de trop décrire au public le contenu du programme de façon préalable. Justement pour rester un peu dans cet effet de surprise et se dire: «Tiens, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire cette leçon finalement». Moi j'aime bien ce côté surprise. Je ne vois pas de leçon ici de questions sur le chat donc moi j'ai une dernière question pour toi, mais en fait c'est est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu nous dire ce soir et puis que tu as pas forcément eu l'occasion de nous dire, avec tout ce qu'on a abordé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est peut-être une anecdote que je ne devais pas raconter, une fois de plus. Le J'aime bien, premier, j'aime bien. le premier atelier public, grand public, hein, que j'ai donné, étant pas encore sortie de la formation, étant élève autorisée pour enseigner, ça s'appelait La tête à l'envers. Et c'était toutes les positions inversées déjà dans la formation qui menaient finalement au poirier. Mmh. Euh, donc ça c'est ça continue si je réfléchis en fait l'équilibre. En fait peut-être cette relation tête-bassin, le levier tête-bassin la, à travers la colonne et la cage thoracique, donc on peut dire le centre, le milieu. C'est comment on utilise ce centre euh, avec ce jeu de la gravité. Qu'est-ce qui contrebalançait euh, je trouve ça fascinant en fait. Tu vas nous C'est donner envie de continuer avec tout ça. Si on n'était pas déjà convaincus, tu vas nous donner envie de continuer en effet. Il y a vraiment des voilà, encore beaucoup de recherches à faire et sûrement des tas de leçons à intégrer, à tricoter, c'est ça. Moi, je découvre de plus en plus la respiration. Comment, à travers la respiration, il peut y avoir une aisance ou un changement un peu inattendu. mmh, Mais ça, c'est pour moi, je n'avais pas facilement accès aux leçons de respiration. Je découvre et je commence à apprécier de plus en plus, en fait. mmh.
C'est là qu'on peut jouer aussi, créer la surprise, sûrement pour certaines personnes de venir à un atelier sur l'équilibre et avec une leçon pour la respiration, enfin qui a l'air de jouer sur la respiration, voilà, de se rendre compte à et ch comment une leçon qui n'a pas l'air d'être dans le thème, en fait, peut avoir un effet qui va nous aider énormément mmh, et voilà, c'est tout le côté, heu, indirect, hein, de notre pédagogie aussi qui va être mis en valeur avec ça. mmh. Bon, bah, écoute, Miss Simone, je te remercie, pour cette, longue, conversation et je n'ai pas vu d'autres questions apparaître, sur les questions. Là, je ne sais pas si d'autres personnes ont une question ou 2. Bon, on a 9 minutes, de retard. Donc voilà, je pense qu'il y en a parmi vous qui avaient besoin de partir, mais moi, j'ai bien 5 minutes de libre, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Surtout, j'aimerais te remercier aussi, Christine, hein, pour l'invitation, hein, pour le partage, pour votre intérêt, tout ce que je vois là sur l'écran. Merci d'être là et enfin, voilà, Merci. de, de créer cette communauté, c'est voilà, c'est encourageant. C'est Oui, c'est un temps que j'ai voulu vraiment un temps de partage avec tout le monde et d'ailleurs alors tu as, inauguré cette série de 5 soirées, et puis on sera vraiment moi je suis ravie, voilà, d'avoir commencé cette, série avec Simone, avec vous tous aussi, voilà, j'espère que je vais revoir, certains d'entre vous et bah, à bientôt de toutes les manières. Au revoir.